la Bretagne peut enfin faire entendre sa culture, sa langue et bien sûr, sa voix. Dispar zo bet e ker, un den zo bet l'arret gant an disparerion. On alkoz an are droug da zen, nere nemet tremen, autre mour. Radio Bretagne est contrôlée par l'occupant sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, la Wehrmacht a pris possession en arrivant des installations techniques. Elle en a gardé la possession. Financièrement, Radio Bretagne est financée par l'occupant et politiquement aussi. Par les Sonderführer qui s'occupaient de la question, notamment le professeur Weisgerber qui travaillait donc pour la propagande et qui finalement chapeautait tout le projet. Et il faut vraiment savoir que chaque émission passait sous la censure avant de passer donc sur les ondes. Et plus loin que Radio Bretagne seulement, on se vantait même dans les documents d'archives, on peut le revoir, on se vantait du contrôle total qu'on avait ainsi sur ce qu'on appelait tout le mouvement breton. Alors les nationalistes autour de ce cercle restreint, bien sûr. Et c'était nécessaire pour éviter pour empêcher des dérapages trop nationalistes qu'on ne voulait pas avoir à ce moment-là à cause de l'accord avec Vichy. Montoire donnait le signal du changement. Désormais, pour l'occupant, fini le soutien aux menées séparatistes d'un Mordrel ou d'un De Beauvais. La priorité est donnée à une politique plus discrète et plus efficace. À Rennes, le commissaire Morellon note « Les anciens chefs du Parti national breton, Mordrel et De Beauvais, ont donné leur démission. Le nouveau chef est Raymond Delaporte. Monsieur Delaporte est plus modéré et moins combatif que Mordrel, mais profondément convaincu. Il est à noter qu'il connaît personnellement Monsieur Rosenberg, chef de la propagande allemande, et qu'il a fait plusieurs voyages en Allemagne. » Alors les Delaporte, qui sont originaires du centre Finistère, Raymond était avocat à Châteaulin, Mordrel parlait de la maison de Cornouailles, les Delaporte viennent du mouvement traditionnel breton. Avant-guerre, ils ont été parmi les dirigeants du Blunbrug de l'abbé Perrotte. Et les Delaporte donc vont prendre en main le PNB en 1940-1941 pour essayer de le faire coller le plus possible au temps nouveau, c'est-à-dire composé avec Vichy en fait, et composé avec les autorités d'occupation. Il n'empêche que le PNB se structure avec les frères Delaporte, avec tout le clinquant des partis de l'époque, des congrès où on met le chef en avant, des congrès où on arrive, je dirais, de manière militaire, avec des uniformes noirs, stylisés un petit peu, des oriflammes, une clique musicale, et puis surtout des propos virils et guerriers contre le judéo-bolchevisme, contre le gaullisme, contre le communisme, contre la résistance. Le PNB, c'est ça. Les frères Delaporte, certains ont dit qu'ils étaient modérés, disons qu'ils étaient un petit peu plus présentables peut-être, et c'est peut-être pour cela que les Allemands les ont choisis. Le Parti national breton sous contrôle, un nouveau quotidien fait son apparition dans les kiosques. Son nom, La Bretagne. Son credo, le régionalisme que le journal résume en une formule, ce que nous sommes, bons bretons et bons français. Le journal est dirigé par une personnalité bretonne, alors en pleine ascension, Yann Fouéré. Yann Fouéré prétend incarner le courant régionaliste dans sa dimension linguistique et culturelle dans les années 30. Il milite notamment pour l'enseignement de la langue bretonne à l'école. En 1936, il obtient l'appui d'un certain nombre de parlementaires et il fait signer un manifeste dans ce sens par près de 300 communes de la région.
En 1939, il est sous-préfet de Morlaix, il appartient donc à l'administration française, et en 1940, au moment de la débâcle, il joue sa propre carte en prétendant incarner le courant régionaliste breton, davantage modéré, en essayant de s'abriter derrière la France, mais on le sait, il est en relation avec les ultras du PNB et du mouvement breton, et d'une certaine façon, il y a un partage des rôles entre les uns et les autres, l'objectif étant sans doute à terme identique. Dans les apparences, le quotidien de Yann Fouéré pratique un maréchalisme militant. Les gros titres affichent une fidélité exemplaire à la France du maréchal, comme à l'Allemagne du chancelier. Mais parfois, la différence entre la Bretagne et l'heure bretonne n'a pas l'épaisseur d'une feuille de chou. Les deux journaux partagent des vues similaires sur l'économie régionale. À les lire, la Bretagne est un jardin d'Éden. On y trouve du pétrole, tout y pousse, même le café. Des richesses systématiquement pillées par Vichy. Bretagne, ton beurre fout le camp. Les Bretons vont-ils manquer de pain alors que Paris ne sait plus quoi faire de sa viande? C'est la famine en Bretagne. Une Bretagne aux mains d'inqualifiables contrôleurs des prix, envoyés par un État français décidément bien ingrat puisque l'empire colonial français est une création bretonne. Le 13 décembre 1940, Pétain limoge Laval et le remplace par l'amiral Darlan. Pétain en fait son dauphin et le charge du redressement national. Qui dit redressement suppose en premier lieu le respect de l'intégrité du territoire. Aussi, le maréchal et l'amiral s'emploient à régler la question bretonne, si ce n'est définitivement, du moins habilement. Le projet de redécoupage du territoire national en provinces fournit l'occasion à ne pas rater. Le 28 juin 1941, le maréchal reçoit une délégation des maires bretons. À François Château, maire de Rennes, le maréchal déclare « Vous avez satisfaction, monsieur le maire. La province de Bretagne comprendra 5 départements et votre ville en sera la capitale. » Mais la joie de François Château ne va pas durer très longtemps. Dès le lendemain, par un décret paru au journal officiel, le maréchal Pétain détache la Loire-Inférieure, future Loire-Atlantique, de la Bretagne. Une aberration. Et on pouvait penser que les nationalistes bretons allaient protester. Ça, c'est une surprise, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de grosses protestations. Quelques remontrances au maréchal Pétain dans les journaux, notamment dans la Bretagne, mais pas de manifestation, par exemple, avec le Gouenadu en tête de cortège devant le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Ça pouvait quand même s'imposer. On peut se poser la question. Vichy a découpé, les Allemands ont ordonné, peut-être, et les nationalistes bretons, que l'on attendait quand même protestant contre une telle décision, eh ben, ils ont tout simplement obéi et ils n'ont rien fait. Dans ce découpage d'une Bretagne à 4 départements, il y a la volonté de créer des régions économiquement viables. Il y a aussi des raisons de maintien de l'ordre, puisqu'on va créer des intendants de police. Il y a des raisons d'organisation du ravitaillement. Et donc derrière tout ça, il y a des projets de type bureaucratique et étatiste au sein du régime de Vichy qui veulent reconfigurer la France et l'intégrer au mieux dans l'ordre nouveau nazi et en même temps en modernisant l'économie du pays.
Rennes, Radio Bretagne avait augmenté le volume et la durée de ses émissions. Certains déploraient la piètre qualité de la réception ou la maigre place accordée aux Bretons. Mais aux yeux de Werner Best, cette radio est un succès. Elle est la première phase d'un projet beaucoup plus ambitieux, la création d'un institut celtique. Le 25 octobre 1941, l'Institut celtique de Bretagne est fondé. Roparcémon en est élu directeur. Officiellement, le but de l'Institut était de fournir des sujets pour des émissions de Radio Bretagne. Mais avec ses sections de propagande, de relations extérieures, d'économie, de culture, l'Institut celtique avait tout d'un mini-gouvernement en gestation. Une fois de plus, les services de police alertèrent Vichy sur cet institut qui cachait à peine ses buts. Avec des fonds de propagande non français. Ce congrès a renouvelé ses assises à Nantes en mai 1942. Il a à sa tête M. Aymon, dont les tendances autonomistes ne font aucun doute. Ce grand congrès a été financé par de l'argent de l'extérieur. L'Institut celtique, le Fram Celtic Braes, a été créé à Rennes en octobre 41 et Weisgerber a eu un rôle là qui n'est pas très clair. Certains le disent cofondateur, d'autres le disent simplement membre. En tout cas, bon, c'était une initiative de type culturel, mais on peut imaginer quand même, quand on lit sous la plume de Roparcémon qu'il s'agit de préparer la résurrection de la Bretagne, que cet institut peut-être perçu, en tout cas par ses membres, comme la préparation d'un futur gouvernement breton, peut-être, qui sait. En tout cas, Weisgerber a travaillé, ou en tout cas a été rémunéré pour s'occuper de l'Institut celtique par la Société allemande de recherche. Donc c'était un travail de guerre aussi pour la recherche allemande et à ce titre devait prendre des contacts avec un certain nombre de personnes, établir une collaboration scientifique avec des personnes, bon, tel que c'est dit dans les archives, idéologiquement correspondant aux idées du Reich, devait également diffuser l'idée germanique et mettre en place des liens d'échange entre l'Allemagne et la Bretagne. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure et intérieure du pays. À Vichy, la disgrâce de l'amiral Darlan avait vu en avril 1942 le retour de Pierre Laval. Des affaires étrangères, de l'intérieur et de l'information. Si Laval ne faisait guère mystère de ses choix en faveur du Reich, la situation en Bretagne lui était totalement inacceptable. Le 12 mai 1942, Laval nomme Jean Quénet, un Lorrain, préfet de Bretagne. Quénet est un homme fiable. Il a voté les pleins pouvoirs au maréchal. Mais surtout, aux yeux du chef du gouvernement, le Lorrain possède une personnalité à même de contrer les menées séparatistes. Une division de chars soviétiques attaque les premières lignes allemandes. Côté allemand, les pertes encaissées sur le front russe rendent le Reich chaque jour un peu plus dépendant de Vichy. Berlin a besoin des travailleurs français pour soutenir son économie de guerre. Et cela, Laval le sait parfaitement. Il a maintenant le moyen d'obtenir des concessions sur le problème breton. Le 1er août 1942, sur ordre personnel d'Hitler, le protecteur des nationalistes bretons, Werner Best, doit quitter la France pour le Danemark. À Rennes, le nouveau préfet va s'employer à diviser le mouvement breton.